réflexion et leur recherche d'emploi. Donc L3S, c'est un cabinet que j'ai créé il y a 10 ans, mais moi-même, je fais ce métier depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et L3S est un cabinet donc spécialisé dans le recrutement de dirigeants et d'experts dans l'univers de la santé. Notre typologie de clients, c'est des laboratoires pharmaceutiques, soit filiales de grands groupes, soit maisons mères, et dans ce cas-là plutôt des maisons mères françaises, puisque notre activité est surtout basée sur la France. Nous travaillons aussi beaucoup avec des startups dans le domaine des biotechnologies, mais pas que. On fait aussi beaucoup de choses dans l'univers du medtech, du diagnostic, de l'imagerie, de la e-santé. Mais bien sûr, on a des clients dans l'univers de la petite molécule et tout ce qui est autour de la thérapie génique et des nouvelles technologies au niveau chimie, biologie. On travaille aussi dans le digital, bien entendu. Et nous travaillons par ailleurs avec des agences publiques toujours dans le domaine de la santé et des hôpitaux privés et publics. C'est vrai que notre recrutement, on travaille plutôt sur des postes assez seniors, donc on n'aura pas forcément d'opportunités pour de jeunes diplômés. Cela étant dit, on a parfois des opportunités de poste pour des profils plus juniors et on a quand même aussi des clients qui bien sûr recrutent des candidats confirmés, mais aussi bien sûr parfois des gens plus jeunes. On a regardé, bien sûr, et là l'équipe après moi va vous présenter un panorama d'un certain nombre d'informations sur l'univers de l'industrie pharmaceutique et de la santé en France. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à poser vos questions parce que c'est ça qui va enrichir la conversation. Je pense que quand on regarde sur des profils agro, des profils d'ingénieurs, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des profils comme cela dans des métiers qui étaient avant un peu destinés aux pharmaciens ou aux médecins. Et je me rends compte, moi, dans les recrutements qu'on peut faire, même de gens seniors, qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs et d'ailleurs de moins en moins de médecins. Il y a toujours beaucoup de pharmaciens dans l'industrie pharmaceutique, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des PhD et des gens qui ont fait une école d'ingénieur et puis après qui ont continué leurs études avec des formations complémentaires. Voilà. C'est pour ça qu'on trouvait que c'était intéressant de participer à ce séminaire aujourd'hui. Donc je laisse la parole maintenant à l'équipe. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Je travaille chez L3S. Alors, on va commencer par vous présenter, je dirais, de façon globale, le secteur de la pharma en France. Des informations, voilà, plus de culture générale, mais aussi qui pourront vous aider dans votre recherche d'emploi ou alors, en tout cas, de votre recherche de futur emploi. Donc, alors, je vous propose de passer directement voilà, donc au chiffre d'affaires de l'industrie du médicament en France. Alors, la France, c'est quand même un pays qui a quand même voilà, assez développé dans le médicament. Donc, évidemment, on n'est pas les États-Unis, mais ça reste quand même une grosse industrie chez nous. Au total, on fait un chiffre d'affaires à l'échelle du pays de 56 milliards d'euros, dont 49% sont réalisés à l'export. Donc là encore, on est quand même sur des médicaments et des entreprises qui se développent aussi pas mal à l'international, voilà, et qui se vendent bien. Donc, comme vous pouvez voir, après, au niveau de la balance sur la différence entre export et import, on voit qu'on est sur une balance positive, qui est même le quatrième plus gros contributeur à la balance commerciale totale du pays, déficit de 7,7 milliards d'euros. Donc, ce qui montre quand même qu'on est sur des entreprises à la pointe de la technologie et sur des médicaments assez attractifs. Donc, par exemple, notamment, on peut s'appuyer quand même sur de gros labos français. Là encore, qui sont à la pointe de la technologie. Donc, je pense à Ipsen, à Servier, Sanofi, Pierre Fabre,
Voilà, donc qui sont un peu les big pharma à la française, et qui eux vraiment contribuent énormément, qui ont un rayonnement international assez élevé. Mais pas que, aussi on a un secteur de biotech et de start-up qui se développe énormément. Et aujourd'hui, voilà, on est quand même au niveau de start-up, on est aussi des leaders européens. Voilà, et évidemment, entre ces deux aspects de Big Pharma et plutôt de start-up, il y a aussi pas mal de laboratoires un peu plus mid-size, on va dire, ou alors familiales, qui aussi ont une main à l'avenir dans l'environnement. Après, je vous ai mis une slide au niveau de bassin d'emploi. Donc là encore, comme je sais qu'il y a des étudiants et des anciens diplômés d'écoles qui sont partout en France en agronomie, voilà, je vous ai mis cette slide. Alors on est sur des bassins d'emploi un peu classiques en France, hein, le secteur de l'Île-de-France et de l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc dans la région de Lyon et la région de Paris qui sont les deux plus grands. Mais néanmoins, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de régions qui embauchent en France. C'est pas non plus un secteur uniquement basé sur ces deux grosses villes. Et notamment dans toutes les startups, dans toutes les biotech, ce sont des entreprises qui se développent en France. Bastien, désolé, il y a un petit problème de son de parasite là. Je sais pas si c'est ça. Tous les micros sont coupés, donc je pense que c'est de votre côté. Il n'y a pas un peu de bruit dans votre micro? Je vous avoue que moi, il me semble qu'il n'y a quand même pas énormément de bruit, hein, dans notre bureau. On va réessayer. Là, c'est un peu mieux, mais il y avait un petit peu. D'accord. C'est que je reprenne un petit peu au niveau des bassins d'emploi, hein, c'est ça? Ouais. J'ai eu du mal à entendre. Oui. Donc, comme je le disais, on est quand même sur deux gros bassins d'emploi qui sont la région parisienne et la région lyonnaise. Bon, sans surprise en France, mais c'est pas non plus une fatalité en soi. Ça reste une industrie qui se développe pas mal dans toutes les régions et surtout au niveau des biotech, des startups, des medtech, qui eux en revanche sont des entreprises qui apparaissent un peu partout en France. Et donc voilà, donc c'est pas non plus une industrie dans laquelle vous serez forcé de déménager, même si bon, après on reste sur un bassin assez classique français. Voilà. Alors slide suivante, au niveau de la répartition des familles de métiers dans le secteur. Alors là, je vous ai réparti un petit peu les effectifs totaux en France, séparés en différentes branches des laboratoires pharmaceutiques. Donc on peut voir que les deux branches avec le plus d'effectifs sont d'un côté la production évidemment et de l'autre côté la promotion et la commercialisation. Alors c'est sans surprise, évidemment en pharma la production de médicaments est un enjeu majeur, bon, on va me dire comme dans toute industrie, mais notamment aussi beaucoup d'enjeux au niveau du contrôle qualité. La vie de laboratoire se joue là-dessus. On peut voir qu'il y a quand même eu quelques affaires là-dedans. Et donc, évidemment, il y a énormément de personnes qui embauchent en production, sur des sites de production, au niveau voilà, sur des postes, et notamment qui sont extrêmement ouverts aux ingénieurs, ce type de poste, voilà, pour des sujets de gestion de projet, pour des sujets de supply chain. Bon, voilà. On vous en parlera un petit peu de ça un peu plus en détail. La troisième branche, ça serait les fonctions support, mais ça, je passe rapidement dessus. Et sinon, après, c'est la fonction R&D. Là encore, fonction R&D qui est quand même assez grosse dans l'industrie pharma. Là encore, on peut voir, ça tombe sous le sens. Une entreprise pharma n'est que... enfin voilà, le niveau d'une entreprise pharma se mesure au niveau de sa branche R&D et de sa capacité à pouvoir innover constamment dans le secteur. Donc au niveau du niveau de vie d'un médicament, en fait, lorsqu'une entreprise sort un médicament, ça dure à peu près 10 ans pendant lesquels ils ont l'exclusivité. Et c'est généralement sur ces 10 années que l'entreprise va faire la majorité de son chiffre d'affaires. Donc, pour qu'un laboratoire puisse avoir une certaine pérennité, il faut que tous les 10 ans, il puisse, voilà, et ça c'est évidemment au grand minimum, mais en faire pour tous les 10 ans pouvoir être au top de l'innovation dans son domaine. Donc voilà.
Alors, au niveau des slides suivantes, donc je vous ai mis les classifications des métiers sur la convention collective. Donc, alors ces classifications, je vais passer très rapidement dessus. C'est simplement là pour vous donner une vision pour la slide d'après. Sachez qu'au niveau des diplômés ingénieurs, Bac+5, surtout pour des écoles comme les vôtres, on tombe surtout sur voilà, généralement les personnes entrent dans l'industrie groupe 5, groupe 6, et après progressent, voilà, pour atteindre un niveau. Les groupes 10 et 11 sont des postes plutôt de direction, de COMEX. Les groupes 9 sont des postes vraiment d'experts sur certains domaines. Voilà. Donc, alors, si je vous ai mis ça, c'est pour la slide d'après, qui est la répartition des salaires de l'industrie pharma. Donc, les salaires médians de l'industrie pharma sont plutôt assez élevés par rapport aux autres industries. Comme c'est une industrie quand même assez innovatrice et surtout sur des produits très comment dire, voilà, assez complexes. Là encore, c'est sans trop de surprise. Je vous ai mis voilà, donc ça, si vous voulez le sauvegarder, vous l'aurez enregistré pendant encore 3 mois. Je vous ai mis un petit peu la répartition des salaires moyens et médians selon les groupes de convention collective que je vous avais donné après. Pour un poste d'ingénieur, on est, alors après, évidemment, ça dépend à chaque fois d'énormément de choses, mais comme vous pouvez voir, on est à peu près sur un salaire d'entrée, sur voilà, à peu près une grosse range entre 3000 et 3500 en brut. Hein. Voilà. Ensuite, on va vous parler un peu plus au niveau de justement des différentes branches des industries et quel type de métier nous on a pu regarder qui serait plutôt ouvert à des profils comme les vôtres. Donc dans ces cas-là, je laisse la parole à ma collègue Sarah qui va pouvoir vous en parler un peu plus. Oui, du coup, je vais parler un peu des métiers. Je pense que la plupart vont revenir souvent. C'est vrai que il y a un peu de overlap sur tous les métiers. Par exemple, on va commencer sur les métiers en statistique. Donc biostatisticienne, biostatisticien. Bien sûr, il y a le modeling qui Excusez-moi. un peu de tout. Excusez-moi, je pense qu'il y a quelqu'un au téléphone qui fait des bruits parasites. Alors je sais pas qui c'est. J'ai pas accès à la message, mais merci de bien penser à couper votre micro parce que ça brouille un peu le message. Désolé Sarah, je vous laisse. Non, il n'y a pas du tout de souci. Du coup, comme je disais, donc il y a biostatisticienne, donc un job d'entrée, entry level job. Il y a le modeling, donc ça va être plutôt dans tout ce qui est HEOR, donc Health Economics, l'étude de la vie réelle, prendre des données vie réelles, étudier les bases de données que les sociétés, sur lesquelles les sociétés ont accès dont les autorités de santé ont accès. Faire ce type de modeling pour mieux placer le produit sur le marché, pour voir, c'est plutôt pour des produits qui sont déjà sur le marché, qui vont voir un peu s'ils doivent revoir un peu la formulation du produit, voir si certaines indications peuvent être intéressantes à regarder avec ce type de produit. Il y a tout ce qui est data scientist, chef de service informatique. Alors, chef de service informatique, ce qui est intéressant là, c'est d'avoir un autre diplôme ou une formation sur le logistique ou alors connaître les langues type Python, JavaScript, ce genre d'informations. Ça va revenir aussi sur tout ce qui est digitaux, informatique, intelligence artificielle. Il y a la chargée d'études pharmaéconomiques, donc comme j'ai dit, le modeling, ça rentre là-dedans. En fait, on va repasser souvent sur le même type de métier. Donc là, c'est bien sûr les études de données du développement, donc de la R&D, mais sur la partie vie réelle, donc sur la partie pas nécessairement développement de produits, mais sur les produits qui sont déjà sur le marché. Après, on peut aussi trouver des métiers dans la supply chain qui pourraient être intéressants. Donc, comme vous avez vu, Bastien vous a montré un peu
le pourcentage de postes et le pourcentage d'investissement dans différentes parties, donc R&D, production, qualité. Il y a beaucoup de postes dans la production, dans les usines, dans tout ce qui est planning des usines, amélioration continue, développement industriel, qui aujourd'hui recrutent vraiment des ingénieurs. C'est vraiment c'est le mindset des ingénieurs plus que tout qui recherchent vraiment sur ce poste-là. Donc on peut aller dans la supply chain, dans les prévisions de vente, dans tout ce qui est logistique. Après on peut utiliser la partie environnementale, donc conditioning, voilà, mettre en place des procédés d'emballage, de conditionnement, et puis tout ce qui est bien sûr production comme j'ai dit, donc responsable d'usine, site de production, responsable logistique, directeur contrôle qualité, ça on va vous en parler un tout petit peu plus sur la partie contrôle qualité, assurance qualité, mais tout ce qui est stabilité, donc quand même rester dans la science, mais la partie plutôt sur la partie production, donc pas nécessairement R&D, mais tout ce qui est stabilité, tout ce qui est évaluation de qualité derrière le produit. Donc après, on a bien sûr tous les métiers de la R&D. Donc ça, je pense que vous connaissez quand même pas mal. Donc, vous pouvez commencer en étant assistante de recherche, ingénieur R&D, puis monter en project management, directeur de développement. Si vous rentrez par exemple dans une start-up ou dans une maison de mère, vous pouvez passer très facilement à des postes plus internationaux. Donc si vous commencez dans la maison de mère, par exemple de Sanofi, ce serait assez facile de passer après sur un poste de directeur R&D IMIA, donc Europe, Middle East et Africa. Donc, voilà, c'est beaucoup plus c'est très flexible sur ce bord-là. Bien sûr, l'anglais, c'est quelque chose d'assez important aujourd'hui dans la pharma. Donc, vraiment bien pratiquer l'anglais, pouvoir communiquer avec les personnes en anglais, parce que même si on est dans une filiale française et qu'on travaille principalement avec une équipe française, il va toujours avoir une partie anglaise, soit dans les équipes externes type CRO, CMO, ou alors communiquer avec l'équipe en Angleterre ou l'équipe en Allemagne pour communiquer les résultats, pour bien se coordonner là-dessus. Donc comme vous savez, il y a tout ce qui est formulation, toxicologie, vraiment la partie vraiment scientifique. Ça, ce serait peut-être un peu avec un peu d'expérience derrière vous en ingénieur de R&D, vraiment bien mettre la science. Si vous avez une spécialisation en immunologie, comme une de vous nous a dit précédemment, ça pourrait être voilà quelque chose pour vous. Regardez un peu dans la pharmacodynamique, de ce qui est ingénieur formulation, donc food scientist. Vous pouvez aussi donc bien sûr dans tout ce qui est pharmaceutique, mais ce qui est aussi peut-être intéressant, c'est dans les produits médicamenteux, donc pas nécessairement des médicaments, mais dans des produits qui ont des produits médicamenteux. Donc ça peut être dans tout ce qui est pet food, je pense à Virbac, je pense à Nestlé, je pense voilà, on peut vraiment faire un peu de tout. Et bien sûr tout ce qui est développement de forme galénique, donc plus sur la partie médicaments. Donc je pense que je vais passer à Bastien qui va vous parler un peu de tout ce qui est qualité. Alors, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est, donc surtout qualité, mais aussi environnement, hygiène, sécurité. Voilà, ça sont des secteurs où, généralement qui sont vraiment très ouverts aux ingénieurs, dans lesquels on n'a pas spécialement besoin d'une spécialisation après. C'est surtout des postes type chargé d'assurance qualité. Voilà quoi. Des responsables de validation, des audits de qualité, comme j'avais pu vous en parler un petit peu, très très important la qualité dans le secteur de la pharma. Quand il y a des laboratoires qui coulent simplement parce que personne n'a pas surveillé une chaîne de production au bon moment, ou alors qu'un audit s'est mal passé, ça va très 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 vite, surtout au niveau des autorités réglementaires. Donc justement, ça me permet d'enchaîner là-dessus. Ces postes de qualité, en fait, font partie d'une double de deux types de carrières, je dirais, dans l'industrie pharma, qui sont un petit peu la carrière
assurance qualité, affaires réglementaires et pharmacovigilance, donc en fait pas double mais triple, excusez-moi, qui sont en fait des types de progression qu'on peut faire et des types de postes sur lesquels on peut progresser dans la pharma, voilà, qui sont évidemment qui sont ouverts aux postes d'ingénieur. Il faut une bonne connaissance du produit, il faut une bonne connaissance des études et de comment pouvoir après présenter ces résultats aux autorités françaises pour qu'il y ait une bonne transmission d'informations. Au niveau, voilà, comme je vous avais dit, au niveau des postes d'ingénieurs, ça va surtout vous pourrez entrer vers dans ce chemin, je dirais, ce type de carrière vers la qualité, en entrant dans la qualité. Oui, vous avez une question? Non? D'accord, j'ai mal entendu. Donc voilà, donc c'est au niveau de la qualité, après on peut passer sur du réglementaire. Dans ces cas-là, c'est plutôt ouvert après une expérience de conseil. Il y a pas mal d'entreprises de conseil qui aujourd'hui se développent énormément sur ce type de sujet. Je pense à du Blu-ray, des entreprises comme Voisin. Voilà, c'est des postes qui, évidemment, comme un peu partout dans la pharma, sont surtout trustés par des pharmaciens, mais qui sont ouverts aux ingénieurs qui auraient déjà eu une première expérience en qualité. Voilà. Donc, c'est là-dessus pour la qualité. Ensuite, je redonne la parole à Sarah pour qu'elle enchaîne. Du coup, pour la partie gestion de projet, donc on va en fait retrouver un peu tous les postes dont on vous a parlé, avec le titre chef de projet qualité, chef de projet production. Voilà, on va retrouver un peu de tous ces postes-là. Comme a dit Virginie, le secteur santé est en train de plus en plus de regarder les ingénieurs en général et puis les ingénieurs en agro aussi. À pour destination, voici la ligne qui déposera d'Argenteuil à Boissy-la-Ville. Dans le train, Mesdames, son micro. je rappelle que les allergies de poulet qui est apporté à bord de ce train. Ladies and gentlemen. Allô? Oui. Du coup, comme je disais, on va retrouver un peu tous les postes en gestion de projet. Virginie, comme elle vous a dit, le secteur de la santé est en train de plus en plus de regarder pour les ingénieurs, vraiment pour la mentalité et pour la partie connaissance, gestion de projet, pour la partie bon travailleur, vraiment pour la mentalité plus qu'autre chose. Donc, les types de postes qu'on peut voir que nous on a vu précisément, on a vu des chefs de projet industrialisation, donc mettre en place des projets de développement industriel, d'optimisation. Donc en fait dans ce poste-là, ça va être évaluer et gérer les moyens humains, mais aussi matériels pour réaliser ces types de projets. Donc on regarde tout ce qui est qualité, on regarde aussi réglage d'hygiène, de sécurité, de délai, de coût. Donc c'est vraiment ça la partie people management, mais aussi project management. Et ça, on va retrouver très souvent dans les postes de gestion de projet. Donc ce qui serait peut-être intéressant, si c'est quelque chose que vous voulez vraiment vous investir là-dedans, c'est de soit d'ores et déjà commencer à essayer de trouver des postes avec du management, comme ça vous apprenez le management sur le terrain, ou alors investir à faire une formation, pas nécessairement une formation de 3 ans ou de 2 ans, hein, ça peut être une formation de 6 mois dans le people management. Donc pour pouvoir dire aux employeurs derrière, moi j'ai une connaissance là-dedans, j'ai une preuve je peux faire du people management et pas non seulement tout ce qui est projet. On a tout ce qui est ingénieur de process aussi, ingénieur en charge de projets environnementaux. Donc ça, je pense que ça pourrait être intéressant pour quelques-uns de vous, puisque c'est plutôt sur la partie donc plutôt agro, donc étudier les problématiques environnementales, conseiller l'entreprise ou l'organisme public dans les démarches environnementaux. Donc bien sûr, nous on a beaucoup parlé de tout ce qui est donc boîtes pharmaceutiques, biotech, start-up, mais bien sûr il y a tout ce qui est la partie publique, hein, donc vous pouvez rentrer dans des hôpitaux, vous pouvez rentrer dans des cliniques, vraiment la partie, vous pouvez rentrer dans les autorités de santé. Ils ont besoin aussi des personnes qui connaissent le milieu aussi.
Tout ce qui est chef de projet, fournisseur et outsourcing, donc bien veiller à ce que les fournisseurs, leurs produits sont de bonne qualité, qu'ils arrivent à l'heure, que le budget veut bien. Tout ce qui est chef de projet amélioration continue, donc ça je l'ai dit, donc comme j'ai dit, je vais répéter plusieurs fois les mêmes choses, mais ça c'est mettre en place la politique d'amélioration de l'industrie, du lean management, donc vraiment veiller à la performance de l'industriel, donc du site de production, voir à quel point est-ce qu'on peut améliorer, pas seulement dans la vitesse, mais aussi dans la qualité. Quelles sont les méthodes de production qu'on peut standardiser, qu'on peut veiller à tout que ce soit bien dans les bonnes pratiques. Donc, il y a les autorités de santé font des bonnes pratiques de production, des bonnes pratiques de laboratoire. Donc, veiller à ce que eux soient bien respectés. Il y a les chefs de projet de développement IT digital. Ça, je pense que Bastien va vous en parler un peu plus. Mais c'est tout ce qui est lié au marketing digital. Donc, comme j'ai dit avant, ce serait intéressant d'avoir un peu plus de background dans toutes les langues, Java, Python, Script, tous ces langues-là, avoir un peu de background dans l'informatique ou le logiciel, donc soit dans une formation ou alors soit apprendre sur le terrain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui sont très intéressées par l'éducation, mais ça n'empêche pas qu'on peut apprendre sur le terrain. Donc, on peut rentrer dans une petite société, dans une société familiale et progresser dedans et monter et après rentrer dans une plus grande société. Ce qu'il faut bien tenir en compte quand vous êtes dans différents postes, c'est de bien voir quel type de société vous aimez. Donc, c'est pas seulement le poste qui va être intéressant, c'est aussi la société. Donc, est-ce que vous préférez avoir une grande société type Sanofi, type Ipsen, ou est-ce qu'une petite société, une petite biotech va vous convenir mieux? Ça, c'est à vous de voir, mais ça doit être aussi une partie de votre pensée et pas non seulement le job en soi. Je vais repasser à Bastien pour vous parler un peu de tout ce qui est business et IT digitaux. Voilà, donc alors les métiers tournaient plutôt vers le business. Alors, comme on l'a mis, il me semble, dans la slide, la plupart de ces métiers, évidemment, c'est toujours un peu plus facile d'avoir un double diplôme ou une formation complémentaire dans tout ce qui est commerce, marketing et économie, ou alors un MBA. Ce type de formation n'est pas nécessaire en entrée de carrière. Hein. Les MBA, ça peut se faire en milieu, en fin, quand vous voulez. Et surtout dans l'industrie pharma, ce n'est pas non plus aussi fermé que ça. Je ne voudrais pas que vous imaginiez qu'il faut un diplôme de l'ESSEC obligatoirement. C'est aussi quand même une industrie où la priorité, c'est la connaissance produit. Surtout dans le business, dans la vente des produits. Là encore, impossible de vendre un produit pharmaceutique si on n'a pas un certain background scientifique acquis, que ce soit en études ou alors sur le terrain. Donc pour moi, c'est voilà, vous êtes complètement légitime si vous avez pu travailler en agronomie, sur de la biologie, ou alors si vous avez fait une thèse comme a été dit précédemment, à pouvoir évoluer dans des fonctions business aussi, voilà, qui sont des fonctions généralement, là encore, dans lequel la connaissance produit est primordiale, moins que le côté business, économie. Qui évidemment reste présent, mais moins, parce que ça va être des produits qui n'auront pas de problème à se vendre lorsqu'ils sont, parce que généralement c'est des produits innovateurs. Comme je vous ai dit, généralement pendant 10 ans, techniquement, un laboratoire qui vient de développer un médicament pendant 10 ans n'a pas de concurrent. Néanmoins, la nécessité pour le laboratoire, ça va être de pouvoir convaincre à chaque vendeur en quoi est-ce que ce produit est innovant. Donc il faut qu'il d'abord convainque les autorités françaises et les autorités mondiales. Et après, il faut qu'il convainque chaque personne à qui il va vouloir vendre. Donc, que ce soit des hôpitaux, que ce soit d'autres entreprises, que ce soit même des pharmacies, l'officine ou voilà. Donc c'est pour ça que je mets l'accent sur la connaissance produit et que je n'ai pas du tout envie que vous imaginiez qu'il faut absolument avoir fait un MBA pour pouvoir rentrer dans le business.
Voilà. Après, la progression dans le business, donc c'est une progression plutôt classique de business, hein. Sur des postes type sales representative, de l'account management, du business dev. Après, plus de mix aussi au niveau des logiciels, des statistiques, avec les logiciels type SAP, qui sont quand même extrêmement utilisés par toutes les entreprises maintenant, mais pas mal aussi dans la pharma. Et après, on peut évoluer sur des postes de responsable produit, responsable de gamme. On peut passer en marketing après avoir commencé dans le business. Et après, voilà, nous on progresse, ça évolue après pas mal dans du management et sur des postes à terme de direction business unit, voilà. Donc ça c'est pour le côté plutôt business. Ensuite, en conclusion pour les métiers plutôt IA, alors plutôt digital, IA, tout ce qui est rapport voilà, aux nouvelles technologies, même si bon, elles ne sont pas si nouvelles que ça. Si justement ça me permet de mettre ma thèse principale, c'est plutôt nouveau pour l'industrie pharmaceutique. Ce type de poste dans l'industrie pharma, qui n'est pas une industrie qui a eu une grosse pression à se développer de la façon digitale dès le début dans les années 90, au final du coup ils ne sont pas extrêmement développés. Donc, je vous dis pas qu'ils utilisent un télégraphe, mais ils sont quand même, il y a pas mal de choses à faire. Ce qui peut être une bénédiction comme une malédiction, parce que donc au final ce sont généralement des entreprises qui ont beaucoup besoin d'évangélisation. Donc si vous décidez de partir sur plus dans le domaine de la digitalisation des entreprises, voilà, c'est surtout des postes d'évangélisation, des postes de transformation. On est beaucoup sur des postes de transformation, des postes qu'on pouvait retrouver dans des industries plutôt dans les années 2000-2010. Là maintenant, voilà, 2010, 2020 et 2020-2030, ça va plutôt être la transformation de l'industrie pharma, on va dire. Et donc voilà, donc pas mal de ce type de poste. Après, le côté bénédiction, évidemment, c'est le côté le fait que ces entreprises sont du coup très ouvertes à ce type de profil et que ça peut mener à des belles progressions de carrière. Comme il y a pu y avoir dans l'industrie avant, où il y en a toujours, mais un peu moins. Là, c'est vraiment un terrain vague. Donc, si vous voulez aller et vraiment progresser sur une entreprise sur ce type de mise en place de projets de digitalisation, l'industrie pharma, c'est quand même un beau, voilà, une belle perspective. Et donc voilà. Après, sinon, au niveau de tout ce qui est IA, algorithme de crunch de données et tout ça, et là, il y a encore énormément de choses à faire, énormément de données. L'accès aux données de santé, l'utilisation des données de santé, c'est là encore une des problématiques numéro 1 de l'industrie pharma en général dans le monde pour 2020. Évidemment, ces données vont devoir être processées par des algorithmes. Si vous avez une connaissance là-dedans, si vous souhaitez continuer là-dedans, c'est vraiment quelque chose de, là encore, qui à mon avis est une très ouvert et voilà. Donc voilà un petit peu pour la présentation des métiers. Je vous propose qu'on fasse un round de questions, que vous puissiez un petit peu nous faire remonter si vous avez des interrogations. Voilà, n'hésitez pas, que ce soit moi ou ça, on pourra vous répondre. Merci beaucoup. Donc, on va laisser la parole aux participants. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Allez, soyez pas timides. Est-ce que chez ceux qui ont déjà pris la parole, est-ce que vous avez des questions, ceux qui ont fait une thèse, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous aurez voulu dont on aurait pu parler, mais on n'en a pas parlé? Peut-être. Alors moi, je vais en poser une en attendant, parce que j'ai travaillé dans l'industrie pharma au début de ma carrière. Moi, je me souviens que c'était pour les évolutions de poste, autant ils embauchaient de plus en plus d'ingénieurs,
autant sur les postes de management à haute responsabilité, c'était quand même difficile de ne pas être issu du sérail médecin ou pharmacien. Est-ce qu'il y a des choses qui changent actuellement? Est-ce que vous pouvez recruter actuellement des ingénieurs agro ou autres sur ces très hauts postes de management? Alors oui, Virginie, elle a un peu touché sur ça. De moins en moins, on voit le critère de médecin, pharmacien sur les postes haut placés de management. Je pense à un candidat récemment qu'on a eu en entretien qui était CEO de la boîte, de la filière française, qui lui était ingénieur agro et qui avait monté comme ça, comme s'il était médecin en fait. Donc on a de moins en moins des médecins, de plus en plus sur la partie vraiment donc CMO. Là, il nous faut bien sûr des médecins, parce que là c'est vraiment la partie médicale. Mais sur tous les postes CEO, directeur, à part si c'est vraiment en lien avec le médical. Aujourd'hui, les sociétés pharmaceutiques, les biotech sont de plus en plus ouverts à des profils ingénieurs, c'est sûr. Alors, au niveau de la progression, on va dire, de l'entrée de carrière au poste de management, bon, l'industrie pharma, on n'a pas non plus envie de complètement vous vendre un rêve. C'est sûr que c'est une entreprise qui reste très, très, voilà, ouverte plutôt aux pharmaciens. C'est en train de s'ouvrir. Donc, on ne voudrait pas décourager les gens de rentrer dans la pharma là-dessus parce qu'ils n'ont pas de PhD ou alors qu'ils ne sont pas médecins. En fait, ce qui compte énormément dans la pharma, sur la plupart des branches que je vous ai données, c'est la connaissance d'un produit. La connaissance d'un produit, elle peut s'acquérir en étant médecin, et d'ailleurs c'est pour ça en fait que les gens ont plus de confiance, c'est parce que généralement on est sur des produits pharmaceutiques, et donc évidemment une personne pharmacien, bon bref, sur des produits, la connaissance d'un produit, ça s'acquérit surtout sur le terrain. Aujourd'hui, on regarde moins le diplôme, comme vous avez dit Sarah, donc on regarde beaucoup plus au niveau de la connaissance du produit. Là encore, que ce soit dans le business, que ce soit dans la qualité, que ce soit dans la gestion de projet, dans la supply chain, ça va être, voilà, c'est le mot d'ordre, c'est la connaissance produit. Donc c'est quelque chose qui s'acquérit même généralement sur le terrain, et qui ne nécessite pas spécialement un diplôme de pharmacien. Et les gens, en tout cas nous, en tant que cabinet de recrutement, on n'a pas du tout pour mot d'ordre de discriminer à ce niveau-là, et surtout de pouvoir potentiellement louper un bon profil parce qu'ils n'auraient pas fait le diplôme de pharmacien. Au niveau client, au niveau corporate, c'est quelque chose qui est en train vraiment de se relaxer. Alors, oui, c'est sûr. Et beaucoup de hard skills, donc comme a dit Bastien, tout ce qui est connaissance produit, mais aussi tout ce qui est soft skills, donc personnalité, tout ce qui vient dans le comportement, dans la façon de faire, qui rentre beaucoup aussi. Donc en fait, on a vu une diminution du besoin d'être médecin, pharmacien, scientifique spécialisé dans quelque chose. Et on a vu l'augmentation il faudrait regarder quelqu'un qui va bien pouvoir s'intégrer dans la société, qui va bien pouvoir amener la bonne culture. Il y a beaucoup plus d'importance là-dessus. Donc le shift est là en fait. Il voit en fait des ingénieurs qui ont donc fait ces études qui sont bien, qui sont bien dans la tête, qui n'ont pas, voilà, qui ont une bonne mentalité, et c'est ça en fait qui les attire vers les agros. Alors, on a une question sur le chat. Merci. Que pensez-vous du métier de Medical Science Liaison pour les agros? Est-ce que c'est... Alors, pour être honnête, moi, je n'ai pas travaillé énormément sur ce type de poste. Donc, ce sera mon avis personnel et non pas bien étudié. Je pense que ce serait peut-être un peu difficile parce qu'il faut quand même une bonne connaissance produit, une bonne connaissance médicaux. Ça dépend bien sûr de la thèse qui a été faite, de la spécialisation qui a été faite.
si la spécialisation a été en biologie, en spécifique, possible de faire une évolution là-dedans, dans une moyenne petite société qui vous fait confiance et dans laquelle vous avez été depuis 5 ans ou quelque chose comme ça. Dans une grande société type Ipsen, Sanofi, je vois un peu moins la possibilité de faire ça, sauf si, bonne recommandation, vous connaissez, vous avez des connexions. Après, je ne sais pas, Bastien, t'en penses quoi? Non, ça me semble plutôt ça. C'est quand même un métier qui est, c'est quand même un métier qui, là encore, si on devrait montrer un métier qui justement est encore très très basé sur les profils pharmaciens, médecins, c'est quand même, ce serait ce type de métier. Tout ce qui est représentant avec le corps médical, c'est voilà, c'est généralement comme ça, moi je pense que le point de Sarah est très pertinent. Sur une grosse structure, ça risque de bloquer. Sur une structure à taille un peu plus humaine, un peu plus mid-size, c'est quelque chose qui peut se faire. Là encore, je reviens sur mon point précédent, hein, connaissance produit, pouvoir la justifier et pouvoir évoluer sur ce type de poste en interne. Rentrer sur ce type de poste day one sans avoir fait une spécialisation médicale, simplement avec un diplôme d'ingénieur agronome, ça me semble compliqué. Merci. On a une autre question d'Emmanuel. Ah, Iris, peut-être avant? Oui, c'était pour revenir. J'ai bien compris que vous étiez plutôt spécialisé en profil senior, mais c'est pas mon cas et j'ai l'impression qu'il y a assez peu de postes dans les grosses structures en entry level et qu'on les retrouve plutôt sur les startups ou des petites boîtes. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est assez compliqué pour un junior d'intégrer une grosse structure ou pas forcément? Alors, je dirais, c'est pas compliqué c'est pas nécessairement le fait que vous êtes junior qui va bloquer, c'est le fait que les grandes sociétés externalisent de plus en plus et donc vont externaliser dans des CRO, dans des CMO et donc c'est eux en fait qui recrutent les juniors. Les grandes sociétés type Sanofi, Ipsen, bien sûr, ils ont toujours de la production R&D en interne, hein, je ne dis pas le contraire, mais il y a beaucoup d'externalisation, surtout sur des produits très spécifiques où ils n'ont pas nécessairement cette spécialité en interne, ils vont regarder en externe. Donc c'est vrai qu'on voit de moins en moins de postes juniors pour des grandes sociétés. Mais c'est plutôt ça parce qu'ils recrutent pas nécessairement des juniors et ils veulent une personne à 25 ans d'expérience qui va rentrer dans un poste entry level qui serait normalement pour des personnes avec 5 années d'expérience. C'est plutôt parce que ils externalisent ces types de postes et du coup il faudrait peut-être regarder dans des CRO, des CMO ou alors rentrer dans des plus petites sociétés, middle size, des startups et progresser avec la société. C'est ça. Sachant qu'une fois, après être rentré dans une CRO, que ce soit une CRO, que ce soit un truc plutôt de conseil, généralement, comme vous allez travailler avec des grosses sociétés dans ce type de structure, en fait, la transition se fait beaucoup plus facilement. La transition, travailler 2 ans dans une CRO reconnue, avoir bossé sur un dossier R&D avec Ipsen et après pouvoir rentrer chez Ipsen là-dessus, se fait beaucoup plus facilement que le recrutement direct des One réponse à une annonce de la part d'Ipsen. Et d'ailleurs, généralement, c'est là-dessus qu'ils passent. En fait. Les jobs d'entrée dans ce type de grande structure qui évidemment sont extrêmement attractives, généralement, les jobs d'entrée se font déjà avec 2 ans d'expérience, 2-3 ans d'expérience, dans des structures un peu plus, voilà, qui sont aussi très très attractives, mais justement pour ce type d'entreprise, qui eux utilisent ce type de structure pour faire leur première sélection, en fait. Voilà. Ouais. C'est aussi tout à fait possible que les grandes sociétés type Sanofi, Ipsen ou Servier ne mettent pas nécessairement leur poste sur des job boards. Donc, ils ne vont pas mettre un descriptif en appelant pour
un chef R&D ou un chef de projet R&D ou un ingénieur R&D sur Indeed ou Monster. Ils vont peut-être plus regarder d'abord bien sûr en interne et après à travers des talent management parce qu'ils vont avoir une grande équipe ressources humaines, des personnes qui sont dédiées à la recherche, donc comme on fait nous mais en interne, qui vont chercher les personnes. Donc c'est tout à fait possible que ce soit le cas aussi comme ça. On a une question de Emmanuel Guilbault sur le parapharmaceutique. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les agros, alors Emmanuel, si je me trompe, n'hésitez pas à reformuler la question, mais est-ce qu'on observe les mêmes tendances dans tout ce qui est parapharmaceutique? Alors je pense pas que j'ai bien compris. Emmanuel, est-ce qu'on peut repréciser la question? Vous voulez dire tout ce qui n'est pas nécessairement produit, enfin médicaments, mais plutôt d'autres produits over the counter, Oui, ce type de choses? Alors le parapharmaceutique, ça réunit quand même donc les produits plutôt OTC, qui ne nécessitent pas de prescription, mais qui sont quand même des produits pharmaceutiques. Donc voilà, quoi, le Doliprane, quoi, classique. Ça peut aussi regrouper des produits dermato, ou des produits plutôt d'hygiène, aussi des produits medtech. En fait, le parapharmaceutique, c'est immense. Donc, sur toute la partie OTC, c'est un petit peu exactement ce qu'on vous a dit, mais peut-être avec, voilà, chaque laboratoire a quand même une grande branche OTC dans laquelle qui représente quand même pas mal de chiffres d'affaires hein, des labos. Donc du coup, voilà, pour rentrer, c'est un petit peu être dans le même sens. Ça va plus avoir l'accent sur la production, sur le contrôle qualité de la production, moins évidemment d'opportunités dans ce type de sujet sur tout ce qui est des postes de réglementation. Et évidemment, au niveau du business dev, ça va être un peu plus ouvert. Hein. C'est des postes qui sont un peu plus ouverts justement au profil autre que pharma. Donc voilà, donc tout ce qui est l'OTC, ça va. Après, tout ce qui est la branche dermato, tout ce qui sont les produits d'hygiène, ou plutôt, en clair, tout ce qui se vend, qui ne sont pas des médicaments, qui se vendent dans des pharmacies, nous, on n'est pas extrêmement spécialisé là-dessus, on n'a jamais pu faire de recherche là-dessus. Bon, évidemment, on connaît tous Pierre Fabre, qui sont immenses là-dedans. Et tout ça, c'est évidemment, enfin, en tout cas, moi, je vous apporte là un avis pas trop éclairé, mais c'est quand même des secteurs qui sont plus ouverts que la pharma aux ingénieurs agronomes, qui sont même très ouverts à des diplômés d'écoles d'agronomie. Chez Pierre Fabre, si vous voulez aller si vous voulez aller à Castres, que vous êtes ingénieur agronome, il n'y aura aucun problème. Dans ces cas-là, ça va être des postes aussi en laboratoire, sur du développement de produits cosmétiques, sur du développement de produits dermato, voilà, qui sont très ouverts. Mais après, on ne pourra pas vous donner, sur tout ce côté-là, on ne pourra pas vous donner un avis très éclairé, vu que nous, on est vraiment spécialisé santé. On s'arrête à l'OTC. Merci. Il y a une question qui, je pense, servira un peu tout le monde. Est-ce que vous m'autorisez à envoyer vos adresses mail aux participants pour Oui, bien sûr. contact si jamais il y a des questions? J'avais déjà répondu un peu, bien sûr, parce qu'on avait déjà discuté, mais Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Si vous pensez à une question dans 2 semaines, n'hésitez pas du tout. On va faire de notre mieux de répondre si on a la réponse, ou alors de vous pointer dans la bonne direction pour justement avoir la réponse. est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont... n'hésitez pas à prendre la parole ou à poser la question sur le chat. Ouais, une dernière question sur justement l'existence ou des unités de production ou des équipes de vente sur une région donnée. Où est-ce qu'on trouve voilà, ce type d'indication de façon la plus facile possible? Alors, l'environnement. désolée.
pharmaceutique autour de soi, quoi, en gros. Ah oui. Alors, au niveau des équipes de vente en région, bon, évidemment, les gros labos, ils ont des équipes dans toutes les régions, hein. Généralement, on tombe sur des. Enfin, après, les secteurs sont séparés différemment, hein. Mais bon, voilà. Après, il y a pas mal de laboratoires mid-size aussi, hein, qui ont des grosses équipes de vente, justement, parce qu'ils font pas mal de sujets là-dessus. Pour trouver les infos là-dessus, je pense que c'est des infos qui généralement sont assez confidentielles au niveau des entreprises, parce que, en tout cas pour les infos, l'organigramme au niveau des directeurs régionaux et après des équipes de vente, nous personnellement en tant que cabinet de recrutement, si c'était pas confidentiel, on adorerait. Mais ils sont assez secrets avec ça, justement parce que voilà, c'est la pharma, c'est quand même un secteur qui, là on vous le dit, hein, c'est un secteur qui est ouvert quand même, qui est en train de s'ouvrir, mais on va pas non plus se mentir, c'est pas le secteur le plus ouvert au monde. Donc là-dessus, sur leurs équipes de vente, c'est le genre d'informations qu'on ne pourra pas trouver sous la forme organigramme parfait. Si en revanche, si vous souhaitez, donc si je comprends bien, si par exemple vous souhaiterez rechercher la personne qui travaille dans ce laboratoire le plus proche de vous, en tout cas dans votre secteur, et après pouvoir vous mettre en relation avec lui ou elle, vous pouvez toujours passer par LinkedIn ou par une recherche sur Google classique. Dans ces cas-là, je vous invite à approcher notamment les directeurs régionaux. Eux, généralement, ils sont présents, hein, c'est quand même des hauts niveaux de poste. C'est des personnes qui répondent, qui se constituent un réseau. D'ailleurs, c'est très business. Et généralement, comme ça, ils agissent en tant que représentant du laboratoire dans chaque région. Après, ils pourront évidemment dialoguer avec vous et vous indiquer s'ils ont une ouverture dans leur équipe ou voilà. Ou alors vous rediriger. Et n'hésitez pas non plus à utiliser l'annuaire Uniagro, où je sais qu'il y a pas mal d'agros qui travaillent dans la pharma et on peut classer chercher par entreprise et trouver tous les agros qui travaillent dans cette entreprise. D'accord. C'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Pas de questions sur l'international, par exemple? C'est souvent des questions qu'on pose. Non, bon, ben, si du coup, allô? Oui. Oui. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est juste un dernier mot pour les personnes qui sont en recherche active pour ce type de poste. Ce serait peut-être intéressant non seulement de regarder bien sûr dans les sociétés dans lesquelles vous voulez rejoindre, évidemment, mais aussi d'en regarder dans les sociétés de recrutement. Donc nous, par exemple, on est du top management, donc on n'a peut-être pas le bon niveau de poste pour vous, mais des boîtes de middle management. Moi, j'ai travaillé avec une bonne boîte l'année dernière qui, eux, font tout type de postes. On a croisé des ingénieurs en agro, tout type d'ingénieurs. Donc ça, je pense que ce serait intéressant pour les personnes qui sont en recherche active. N'hésitez pas du tout à leur envoyer votre CV. S'ils n'ont pas de poste pour vous, ils vont vous garder dans la base de données au cas où ils ont un poste dans le futur. Pareil pour nous, hein, si vous voulez vous nous envoyer votre CV, il n'y a pas de souci, on va vous garder dans notre base et puis au cas où on a des postes, on n'hésitera pas du tout à vous contacter. C'est comme ça que nous, on crée notre base, c'est comme ça que tous les cabinets de recrutement créent leur base. Mais c'est aussi un bon outil, il n'y a pas que Indeed, Monster, il n'y a pas que les sites, il n'y a pas que l'approche directe pour vous. Il y a aussi passer par un cabinet de recrutement qui peut justement vous aider dans ce que vous recherchez. Okay. On a une autre question finalement, une dernière. Est-ce que la phytothérapie répond aux mêmes règles que vous avez pu nous présenter? Est-ce que vous connaissez un peu ce domaine? La physiothérapie? La phytothérapie, les plantes. Des plantes dans l'agro, dans la
Alors ça va plutôt être dans la formulation, je suppose, ou alors sur la partie fournisseurs environnementaux. J'avoue que moi, j'en ai pas du tout. C'est pas quelque chose qui est très très présent dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur santé. Après, bien sûr, tous les médicaments qu'on voit, même Doliprane ou à des médicaments très très développés, très innovants, ont tous des produits, des byproducts, des produits dans leur formulation qui ne sont pas des produits actifs. Donc, qui peut être de base plante, base tout et n'importe quoi. Tout ce qui est biologique. Voilà, tout ce qui est biologique, chimique. Donc, c'est tout à fait possible. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être spécialisé là-dedans dans une société, peut-être chez Sanofi, peut-être dans les grandes sociétés. Mais pour être honnête, moi, je n'ai jamais vu ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut juste dire que nous, on ne travaille pas nécessairement sur ce type de poste, ou alors que c'est inclus dans les postes classique R&D, formulation. Je pense que ça, vous verrez plutôt dans la partie, dans le secteur agroalimentaire, qui vous pouvez aussi, quelque chose à bien noter, vous pouvez aussi rentrer dans l'agroalimentaire et passer en pharmaceutique. Ça aussi, c'est tout à fait possible de passer de un à l'autre. Et aussi, alors une question plus orientée biotech sur la taille des entreprises. Est-ce que c'est uniquement des startups qui recrutent? Non, du tout. Non, il y a beaucoup de biotech qui ne font pas nécessairement des startups qui aujourd'hui recrutent. Biotech, c'est juste en fait, ça peut être pareil que les sociétés pharmaceutiques, c'est juste que c'est principalement sur la biotechnologie. Donc il y a aussi des biotech tout à fait qui recrutent aujourd'hui. Ouais, ils sont ouverts aujourd'hui. C'est plutôt eux en fait qui sont en train de grandir. Je sais pas si tu dirais pareil, Bastien. Si, je dirais. Et puis, il y a même des branches, même dans les gros laboratoires, hein, ils ont des spécialisations en biotechnologie. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a des dernières questions pour les personnes qui... est-ce que du coup, il y a des noms de sociétés de biotech à contacter? Ah, type biotech à contacter. Alors, ça dépend du secteur. Ça tombe bien, on a un annuaire à côté de chez nous. Après, il y a pas mal d'exemples. Hein. Il y en a énormément. Il y en a des plus petites, des plus grandes. Si on va vous dire au niveau des grandes, en région parisienne, donc on a, pour les spécialisés dans l'immuno, on a Ose Immunotherapeutics, qui aussi qui développe pas mal, Médaille Pharmaceutical, voilà. Après, en région lyonnaise, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? On a des boîtes type Poxel, type Biovitis, Advanced Biodesign, enfin tout ça, ou Green Tech, tout ça sont des boîtes en fait. Après, dans ces cas-là, je vous invite à prendre contact avec nous par mail directement, à me dire dans quel type de secteur, parce que justement, en fait, l'intérêt dans la biotech, c'est qu'elles sont présentes dans pas mal de régions. Donc, dans quel type de secteur vous souhaiterez rechercher, et dans ces cas-là, on pourra vous envoyer une liste. Donc, la personne qui a posé cette question, je vous invite à prendre contact avec moi, mon adresse mail sera partagée, ou avec Sarah, et comme ça, je pourrai lui répondre mieux. Mais ça revient exactement à la question que j'ai posée tout à l'heure, qui était plus sur l'aspect business, mais c'est identifier effectivement les unités ou les laboratoires tout simplement qu'on a ou à proximité géographique, parce que voilà, c'est quelque chose dans telle ou telle région de France en fait. Ça. Ah, identifier des laboratoires dans telle région de France. Alors, comme conseil très sympathique que je peux vous donner, une façon plutôt pas mal si vous n'avez pas d'outils de recherche comme nous on peut avoir, ou alors une base de données, c'est simplement d'aller sur Google Maps, de mettre l'endroit où vous êtes, de vous faire rechercher à proximité de moi. Il y a une option sur Google Maps qui fait ça.
pouvez sélectionner le rayon de recherche. Et dans ces cas-là, de taper des mots-clés type pharma, biotech, laboratoire pharmaceutique, pharmaceutical, tout ça. Et dans ces cas-là, généralement, ça vous donne quand même une liste assez exhaustive. Comme ça, vous aurez des exemples de sociétés. Après, évidemment, au niveau du contact, au niveau de l'approche par rapport à ces sociétés, moi, personnellement, je vous conseille d'aller directement vers eux, que ce soit en les contactant sur LinkedIn, que ce soit en les contactant directement en essayant d'avoir leur adresse sur la base d'un annuaire, comme l'annuaire des agros. Et dans ces cas-là, de directement essayer de les approcher et de pouvoir présenter votre profil, ce que vous avez fait, et est-ce qu'ils auraient une place au sein de leur structure. D'accord. Voilà, ça c'est si vous voulez faire vraiment de l'approche directe. Et qui plus est, là encore, je reviens sur le point de Sarah, transmettre vos CV à des cabinets de recrutement plutôt middle qui sont spécialisés là-dedans, notamment des cabinets de recrutement qui sont proches de vous, donc là encore, même principe, par Google Maps, qui généralement, du coup, chaque cabinet de recrutement middle travaille dans son secteur, eh bien, c'est toujours une bonne idée. Eux, ils ont quand même ils transmettent même à des gens, généralement, ils font pas mal de prospection commerciale. Ils peuvent aller voir des clients et leur demander, vous êtes sûr que vous n'avez pas une ouverture là-dedans? Regardez, nous, on a déjà des profils intéressants. Même s'ils n'ont pas de mission en cours pour votre profil particulier, ça pourrait les intéresser directement. Et comme eux, ils sont spécialisés dans l'approche directe, ça vous permettra de pas non plus trop prendre de votre temps pour votre recherche d'emploi. Est-ce que ça a répondu un peu à votre question? Oui, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui seraient avant qu'on puisse clore ce webinaire? Je vous ai mis dans le chat quelques sites sur lesquels Uniagro conseille de se pencher pour tout ce qui est biotech, santé, ce qu'on propose aux personnes qui viennent nous voir. Je vais remercier chaleureusement Sarah et Bastien pour leur présentation très claire. Je vous envoie cet après-midi donc le replay du webinaire. Je vais essayer de couper les endroits où il y a un peu trop de son qui perturbe et la présentation ainsi que les adresses mail pour que vous puissiez recontacter. Voilà, si nos intervenants veulent redire un mot pour terminer, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour ça. Ça nous a fait très plaisir. Ça ne nous dérange pas du tout de parler de notre métier. On aime bien ça. Donc, n'hésitez pas du tout à nous envoyer un mail, à nous contacter si vous avez des questions particulières. On essaiera au mieux de répondre. Et puis, j'espère vous rencontrer un jour en entretien pour pouvoir vous mettre en poste. Merci. Et moi, ça va être un message du même Academy. Je vous remercie de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. Sachez que voilà, nous reste à votre disposition. Et évidemment, malgré le fait, alors j'espère qu'on vous a parlé du secteur pharma sans détour, sans langue de bois surtout. C'était un petit peu notre intention. J'ai tout de même, j'ai envie de finir sur une note plutôt positive. Je vous invite quand même à poursuivre dans ce secteur. J'espère vous avoir pas trop découragé. C'est un secteur qui se développe énormément, qui est toujours à la pointe de l'innovation. C'est un secteur même qui est de fait, malgré le fait que, là encore, en gardant une langue de mots au minimum, c'est quand même un secteur qui donne pas mal de sens lorsqu'on rentre dedans. Pouvoir travailler sur des médicaments qui après vont aider les personnes, ça reste toujours voilà, en tout cas personnellement, c'est ma vision, mais ça reste toujours quelque chose d'intéressant dans une carrière. C'est quand même un secteur dans lequel il y a des belles carrières qui se créent, qui se développent, et évidemment, ce sont généralement des carrières. C'est un secteur très très humain aussi, beaucoup porté sur le réseau, sur la création de liens entre les gens, assez étonnamment. Parce que justement, c'est là-dessus que les entreprises à trait de pharma se développent, c'est pouvoir
avoir le plus de personnes qui puissent réfléchir sur un sujet donné et après pouvoir développer des produits là-dessus. Voilà, c'est un secteur assez humain quand même. Donc voilà, donc j'espère quand même vous avoir pu vous rassurer un petit peu là-dessus. C'est un secteur très intéressant. Et on vous invite à continuer justement dans la pharma. Et comme a dit Sarah, on espère vous rencontrer en entretien un jour. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.